Je remercie les organisateurs et Dr Radban de m'avoir permis donc de m'exprimer sur un sujet très sensible. L'oncologie nucléaire pédiatrique, un sujet qui me tient à cœur. Donc, comme vous le savez, le cancer est une condition rare pendant l'enfance, durant l'enfance. Quand on dit l'enfance, c'est de 0 à 15 ans. Mais l'OMS va donner jusqu'à 19 ans. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, cette tranche d'âge de 15 ans, 16 ans pose problématique, parce que quand ils ont 15 ans, donc 16 ans à peu près, ils sont plus pris en charge par les pédiatres et ils ne sont pas acceptés en hémato. Et donc, c'est un petit peu problématique. On essaie de régler ce problème et vous devez le savoir. Donc, c'est une première problématique que je pose aujourd'hui. 400 000 nouveaux cas de cancer pédiatrique diagnostiqués chaque année dans le monde. Les cancers les plus courants sont les leucémies, les tumeurs du cerveau, les lymphomes, neuroblastomes, les sarcomes osseux, les rétinoblastomes. Le taux de survie va varier en fonction de l'accès aux soins de santé, le stade au moment du diagnostic, la disponibilité des traitements appropriés. Quelques chiffres, 837 nouveaux cas en 2020 en Algérie, selon les données de l'INSP. 471 nouveaux cas chez les garçons, 366 chez les filles, sexe ratio de 1,3. Donc on va voir de 0 à 4 ans plutôt des tumeurs du système nerveux central chez les filles, et chez les garçons, ce sera plutôt les leucémies. Et pour les adolescents, chez les filles comme pour chez les garçons, les lymphomes et les tumeurs osseuses. Beaucoup plus chez les garçons que chez les filles. J'ouvre la parenthèse, un sujet très très important qui est celui de la médecine nucléaire pédiatrique, une spécialité à part entière. Malheureusement en Algérie, les enfants sont pris en charge au même titre que l'adulte, alors que l'enfant est un patient particulier, on ne cesse de le dire, une anatomie, une physiologie, des maladies qui lui sont propres, un vécu de la maladie, de la douleur différent de celui de l'adulte. Nos enfants sont mélangés aux adultes. Je ne parle pas de la dosimétrie. Il nous arrive parfois donc d'avoir des patients à côté, parfois qui viennent pour des balayages post-thérapeutiques. Il faut savoir que la confiance, l'adhésion de l'enfant à un examen est gage d'une bonne interprétation et ça passe par un bon accueil, une équipe bien entraînée, un personnel qui travaille et qui aime l'enfant, un environnement qui est calme, adapté. Bon, nous, ce qu'on essaye de faire à Beb Loued, on leur donne un petit jouet, on leur dit voilà, si tu ne bouges pas, je vais te donner ce jouet. Ça marche. Bien sûr, ce qui se fait ailleurs, c'est pas si difficile à réaliser, mais ça n'existe toujours pas. Et vous avez l'EANM, l'European Association of Nuclear Medicine, qui a proposé donc des recommandations, des procédures d'imagerie pour l'enfant. Vous voyez donc une ambiance cosmique, une petite poupée qui est allongée pour permettre donc à l'enfant d'être en confort et qui adhère. Et vous allez voir sur YouTube une petite vidéo qui parle de Sunny l'isotope, de Tim le pharmaceutique et leur aventure à l'intérieur du corps. Ça va diminuer l'anxiété donc de l'enfant. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. Je vous invite à voir cette petite vidéo. Alors, on passe à la dosimétrie. Bien sûr, le principe ALARA, as low as reasonably achievable, prend toute son importance chez les enfants. Vous allez avoir donc il faut savoir adapter les activités qu'on injecte aux enfants selon leur poids. Et vous avez des applications Android qui vont vous permettre pour chaque radioisotope de connaître le poids de l'enfant, l'activité à administrer avec la dose efficace, donc que nous devons mettre dans nos comptes rendus et qu'on ne fait pas toujours. C'est très important, ça devrait être une obligation. À Beb Loued, donc on dispose de 5 gamma caméras, 4 hybrides. On avait commencé avec une gamma à 6 barrettes et là nous sommes avec une gamma caméra à 32 barrettes, ce qui permet donc de faire des SPECT CT en toute sécurité chez nos enfants avec donc des CT low dose. Et on dispose également donc d'un plateau technique complet de TEP, TDM, qui nous permettent donc de faire donc, les examens TEP. Donc on a parlé de cette approche theranostique. La médecine nucléaire, que ce soit en conventionnel, que ce soit en TEP, c'est faire de diagnostic, répondre, faire le staging, faire des évaluations thérapeutiques, le pronostic, à partir de là planifier un traitement. Pourquoi pas mettre donc un isotope qui va
permettre, par son irradiation bêta, donc de traiter le cancer ou la cellule tumorale, mais pas que ça, parce que notre imagerie va planifier donc une chirurgie, une radiothérapie et une chimio, etc. Donc ma présentation sera très pratique, hein, je vous le dis dès maintenant. Je vais parler de 4 grandes indications, des 4 grands cancers que nous recevons à l'hôpital Bab Loued, en commençant par le neuroblastome, qui est une tumeur embryologique du système nerveux sympathique, tumeur commune de l'enfant, dont le pronostic va varier selon l'âge. Vous savez que quand elle est retrouvée chez un enfant moins de 1 an, elle est de bon pronostic. Mais il faut savoir que 60% vont être révélés par des métastases osseuses, ganglionnaires, hépatiques. En 2019, le registre national du cancer centre va donner donc un chiffre, 16,1% des cancers de l'enfant sont des neuroblastomes et 24% retrouvés chez les moins de 1 an. Donc notre scintigraphie à la MIBG, méthiodo-benzylguanidine marquée à l'iode 131, va nous permettre de caractériser donc des masses retrouvées chez ces tout petits, faire leur staging avec une spécificité qui va aller jusqu'à 92, une sensibilité jusqu'à 97. On va pouvoir évaluer donc les réponses au traitement et donner une valeur pronostique, caractériser un tissu résiduel en post-opératoire après chirurgie, détecter des récidives et planifier, pourquoi pas, une thérapie à la MIBG iode 131, bien que nous ne l'avons pas encore fait chez l'enfant, nous l'avons beaucoup plus fait chez l'adulte. Alors, bien sûr, la MIBG à l'iode 131 a un impact fonctionnel sur le pronostic. Donc, on a vu sur cette étude de Schmidt déjà en 2008 que sur 113 patients, quand on faisait une MIBG au départ qui était positive, après 4 ou 6 cycles de chimiothérapie, eh bien, quand la MIBG était négative, ceci avait un impact positif sur la survie globale et sans progression. Malheureusement, en Algérie, nous ne disposons toujours pas d'iode 123 et il faut savoir que la dosimétrie en est fortement impactée. Imaginez un enfant de 10 ans, de 10 kilos, sa dosimétrie, sa dose efficace est à 5 millisieverts pour l'iode 123, elle passe à 25 pour l'iode 131. L'imagerie, la qualité d'image est vraiment de très mauvaise résolution de la MIBG l'iode 131. Je fais un clin d'œil à Dr Darahmoun, à qui je demandais souvent de m'aider à interpréter les MIBG. Jusqu'à présent, je ne fais jamais une interprétation seule, parce que c'est très difficile donc d'interpréter ces images. C'est plus facile quand la fixation est nette, comme ici, donc on le voit, avec ce neuroblastome ici, abdominal à droite, avec une atteinte ostéomédulaire, ou encore ici, cette atteinte, c'est vraiment simple. Plus difficile quand on a un enfant de 6 ans qui est adressé pour caractériser une masse médiastinale postérieure gauche et qui évoque un neuroblastome. Donc là, on ne voit pas vraiment de fixation sur les images à 48 heures. Et là, maintenant, ce que nous faisons systématiquement pour l'ensemble de nos enfants, c'est de faire un SPECT-CT qui va permettre de voir donc cette masse médiastinale postérieure ne fixant pas la MIBG. Donc pour ces patients-là, il est préconisé là maintenant dans les guidelines qui ont été mis en place en 2018 par le ANM de réaliser une TEP FDG pour voir si ça fixerait pas donc le radiotraceur. Donc la MIBG seule a des inconvénients, comme je l'ai dit, résolution des images mauvaises, sensibilité détection faite pour les petites tumeurs, surtout quand elles sont proches des fixations physiologiques, et le scanner va permettre de mieux les caractériser. À Bab Loued, donc, depuis janvier 2019 jusqu'à mai 2024, nous avons eu à explorer 221 enfants âgés de 3 jusqu'à 13 ans. Nous avons surtout fait donc, des caractérisations de masse abdominale ou médiastinale, mais surtout maintenant, de plus en plus, nous avons des MIBG pour contrôler et évaluer donc, les thérapeutiques qui sont mises en place. Donc on fait des acquisitions SPECT-CT pour la grande majorité de nos enfants sans sédation. On y arrive grâce à nos techniciennes. Je ne sais pas si elles sont dans la salle, je les remercie pour cela. Donc on a un nourrisson de 3 mois ici qui présente donc une masse médiastinale postérieure donc droite à la TDM. Est-ce qu'on arrive vraiment à la voir sur les images de 24 heures et 48 heures? C'est grâce au SPECT-CT qu'on arrive à mieux l'individualiser et on voit le niveau de fixation homogène, hétérogène, etc. Donc tout cela est bien mis en évidence sur le SPECT-CT.
Chez cet enfant de 3 ans qui présente une volumineuse masse abdominale droite, on le voit ici, c'est facile à diagnostiquer, donc on voit qu'elle est hétérogène, il y a juste à côté une petite fixation, on a du mal à la voir. On le voit ici, on ne sait pas à quoi elle pourrait correspondre, on peut plus rien, on voit rien au niveau thoracique, mais c'est grâce au SPECT-CT qu'on arrive donc à bien individualiser la masse, à prendre ses dimensions, à voir qu'elle est hétérogène, qu'il y a de la nécrose. Le paquet de fixation ici, c'est un paquet ganglionnaire, enfin la fixation là, c'est des ganglions. Et regardez bien, on voit une atteinte pulmonaire basale droite qu'on n'a pas pu mettre en évidence sur donc le planaire. Et là, le SPECT-CT va nous permettre donc de faire donc un staging M1. Voilà, c'est un patient de 5 ans qui présente un neuroblastome opéré sous chimiothérapie réfractaire. La MIBG, regardez ces images. Donc on voit quand même une atteinte ostéomédulaire, mais lorsqu'on a fait un gallium d'Otatoc, vraiment l'imagerie de très bonne qualité, une très belle résolution, et on voit même l'atteinte donc du sphénoïde à gauche. Donc il y a une sensibilité supérieure du gallium d'Otatoc en TEP versus MIBG, et c'est reconnu donc dans les études. Donc pour ce qui est de la theranostique, il faut savoir que la theranostique, enfin la MIBG iode 131, donc peut être proposée pour les enfants. Il y a des études qui ont été faites, elles sont timides. Quelques études, donc vous voyez en 2020, Such et Cayano, qui ont donc fait un traitement donc à la MIBG iode 131 chez 18 et 20 patients avec des résultats quand même assez intéressants. Mais toujours les études sont limitées par rapport à la toxicité à la moelle chez les tout petits. Voilà, je passe donc mon message pour le neuroblastome, SPECT-CT, très intéressant. Les sarcomes maintenant, donc vous savez, ce sont des tumeurs hétérogènes qui touchent l'os et les tissus mous. Les plus fréquents, c'est l'ostéosarcome, le sarcome des Wing. Donc l'ostéosarque est fréquent, comme je l'ai dit au départ, chez l'adolescent. Il touche le squelette appendiculaire, fémur distal, tibia proximal. On va le voir beaucoup plus, l'ostéosarcome plus fréquent chez le garçon et les filles, c'est plutôt le sarcome des Wing. À Babe Blood, on a eu 37 enfants explorés pour scintigraphie osseuse. De la même manière, ce que nous faisons, c'est des SPECT-CT maintenant systématiquement au niveau de la région thoracique. Donc, on a eu autant de filles que de garçons. Surtout, c'était des bilans d'extension qui étaient demandés. 15 sarcomes des Wing, 22 ostéosarcomes. On a eu 7 métastases pulmonaires, 28 métastases osseuses. C'était surtout des métastases qu'on retrouvait dans l'ostéosarcome, comme c'est vu dans la littérature. Regardez cette fille de 12 ans qui présente donc un ostéosarcome du fémur, donc du tiers inférieur du fémur droit. Et cette fixation-là, elle pourrait correspondre à une fixation osseuse. Non, il n'en est rien. Il s'agit donc d'une localisation pulmonaire donc du poumon droit. Regardez cet adolescent de 14 ans qui présente un ostéosarcome du fémur droit. Regardez donc cette hyperfixation. On la voit ici sur le SPECT-CT avec une fracture et un tout petit nodule qui fixe discrètement ici, donc au niveau pulmonaire droite. De même, chez ce jeune de 16 ans qui pose problème justement de prise en charge parce qu'il a 16 ans, l'équipe d'oncologie donc de Blida demande à l'équipe de pédiatrie de Babe Blood de le prendre. Problème donc à cause de cet âge. Donc il faut savoir que c'est un problème donc de prise en charge de nos enfants. Chez cet enfant, on voit bien donc l'atteinte pulmonaire et l'atteinte au niveau donc de l'omoplate, de l'extrémité supérieure de l'humérus droit. Donc, dans l'ostéosarcome, le SPECT-CT a une meilleure précision qu'une scintigraphie osseuse seule pour localiser des lésions secondaires pulmonaires. Je passe au lymphome pédiatrique, qui est donc le 3e cancer de l'enfant. Donc en Algérie, l'incidence est de 7,26 pour 1 million chez les filles et 11,04 pour 1 million chez les garçons. Donc il y a des similitudes et des particularités par rapport à l'adulte. Les spécificités épidémiologiques, la médiane c'est 14 ans. Il est rare avant 5 ans, exceptionnel avant 2 ans. Il touche beaucoup plus le garçon. Il va se présenter avec des adénopathies cervicales dans 75% des cas, médiastine
médicinale supérieure à 50% des cas. Les spécificités thérapeutiques sont les plus importantes à noter. C'est un cancer qui est chimio-radiosensible, c'est le cancer le plus curable avec des taux de survie qui vont aller vers jusqu'à presque 100%. Et le problème qui se pose, ce sont les séquelles par rapport donc au traitement. Donc il faut savoir que les enfants qui sont traités pour lymphome vont avoir des séquelles, ils vont avoir donc des coups grêles, ils vont avoir des cancers de la thyroïde, des cancers du sein. On est en train maintenant de penser de plus en plus à faire une désescalade thérapeutique chez ces enfants en passant bien sûr par la TEP. Donc on veut diminuer les doses de radiothérapie de 40 degrés à 20 degrés, on veut même supprimer la radiothérapie chez les stades qui sont localisés, qui répondent très très bien à la chimiothérapie. Donc la TEP-FDG est recommandée dans tous les sous-types de lymphome à vide, on a vu dans les présentations, et la TEP-FDG maintenant est inclue dans toutes les grandes études Euronet, PHL1, PHL-C1 et C2. Je passe la méthodologie et je parle juste de la dosimétrie qui va avoisiner les 10 millisieverts chez un enfant. Donc attention aux fixations physiologiques de l'enfant qui sont le thymus, comme vous le voyez ici en lambda. Et bien sûr, les enfants sont toujours très mal préparés. On va se retrouver avec des activations de la graisse brune qui vont un peu gêner l'interprétation, mais nous avons appris donc à interpréter nos TEP scans en fonction de cela. Donc la TEP-TDM dans lymphome est essentielle. À la phase initiale pour stadifier nos enfants. En intérim, nous on pensait au début que la TEP finale était la plus importante, mais les oncopédiatres nous disent non, c'est l'intérim qui nous intéresse, parce que c'est là qu'on veut savoir s'il est chimio-sensible et si on doit aller vers une désescalade. En TEP finale, bien sûr, pour évaluer la réponse finale au traitement, à ce moment-là, guider une radiothérapie. On ne fera pas de radiothérapie si la réponse est complète, Deauville inférieur à 3. On fera une radiothérapie à 20 degrés si on a un Deauville supérieur ou égal à 3. Avant intensification du traitement et autogreffe. Et il faut savoir, et c'est ça qui est intéressant, que la TEP-TDM révélant une atteinte osseuse peut sursoir à la biopsie de moelle osseuse. Donc on a eu à Babeloued 83 lymphome pédiatrique, âgé de 3 jusqu'à 19 ans. Le problème qui se pose, c'est de pouvoir faire des TEP-TDM chez nos enfants du début à la fin. Et le problème se trouve parce que les parents sont angoissés, ils veulent à tout prix faire leur TEP, donc ils vont aller la faire dans le privé, ensuite ils reviennent dans le public. Donc il vaut mieux faire un examen dans le même centre si on veut évaluer ces enfants de manière objective. Toujours on le dit, donc on a des fois des patients qui viennent en initial, en intermédiaire parfois et en finale. On essaye au maximum donc d'avoir si vous voulez, une évaluation qui se fait dans notre centre du début vers la fin. Donc là, on a une fille de 6 ans, c'était l'un de mes premiers comptes rendus TEP à Babeloued, qui a présenté un lymphome d'Hodgkin scléronodulaire et la TEP initiale, regardez donc cette atteinte sus et sous-diaphragmatique avec une atteinte osseuse, comme vous le voyez ici, de la scapula gauche. Ça pas besoin de faire une ponction biopsie de moelle chez cette patiente qui est qui montre déjà donc la fixation nette. Donc c'est un stade 4 Ann Arbor et vous allez voir que l'atteinte la TDM, la TEP-TDM, la TEP-TDM au FDG est supérieure à la biopsie de moelle osseuse dans la détection de l'atteinte osseuse avec une sensibilité allant jusqu'à 97%, avec une valeur prédictive négative jusqu'à 100%. Donc, c'est plus lorsque vous avez un foyer focal, il n'y a pas lieu de faire une biopsie de moelle. C'est un peu plus difficile quand la fixation est diffuse, comme l'avait dit tout à l'heure Talbi. Donc, c'est un jeune patient de 17 ans. Donc, ce sont des images du service. Vous voyez ici une importante fixation cervico-médiastinale. Et en TEP-TDM intérim, regardez comment ça a bien diminué. Notez bien sûr l'activation de la graisse brune chez ce jeune. Donc ici, de la même manière, c'est un enfant de 12 ans qui a présenté donc une réponse partielle, mais quand même significative, donc en TEP intérim. Et ici, nous avons une jeune de 16 ans qui a complètement nettoyé ses lésions au niveau cervico-médiastinal, comme vous pouvez le voir, et qui a été classée en PS1, tout comme pour cette patiente de 16 ans qui a présenté donc une atteinte sus et sous-diaphragmatique et qui a complètement nettoyé ses lésions. C'est vraiment
une fierté, on est tout content quand on voit des images pareilles. Alors je termine le lymphome par ça. C'est une jeune patiente âgée de 20 ans qui vient avec un carcinome papillaire de la thyroïde. Dans ses antécédents, elle avait un lymphome, donc à l'âge de 8 ans. Alors, on alerte les pédiatres pour tous ces enfants qui ont été suivis pour des lymphomes, de les suivre de manière rapprochée au niveau donc de leur thyroïde, parce que c'est des enfants qui sont sujets à faire des cancers de la thyroïde à l'âge adulte. Et voyez cette patiente qui vient donc avec un CPT, classé T3N1B, M1, après avoir pris sa cure d'iode, on l'a reclassé. Donc attention au suivi des enfants pas atteints de lymphome. Je termine par le cancer thyroïdien différencié. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps imparti. Donc le cancer différencié de la thyroïde représente 10% de tous les CDT survenant de tous les CDT. L'incidence est élevée à la puberté. L'âge minimum à Babeloued, nous avons eu une petite de 4 ans. L'histologie, c'est le carcinome papillaire de la thyroïde ou les sous-types folliculaires. Il va différer du CDT de l'adulte parce qu'il est sensible aux variations de la TSH et très avide à l'iode. Le tableau clinique est très avancé en général au moment du diagnostic avec une atteinte ganglionnaire jusqu'à 80% des cas, pulmonaire 20% des cas et très rarement osseux. Donc le traitement bien sûr repose sur la thyroïdectomie totale et le curage ganglionnaire. On insiste pour que ce soit des enfants qui soient opérés par des mains expertes. L'irathérapie devrait être faite dans les 6 à 12 semaines par sevrage, bien sûr à but ablatif thérapeutique. Bien sûr, la TG va prendre toute sa valeur en sevrage. Et bien sûr, pour les métastatiques, on a très très peur, notamment pulmonaire, on a peur de la fibrose pulmonaire. Les activités qu'on donne vont être en général empiriques, mais très souvent, elles vont dépendre donc du poids de l'enfant. Donc c'est une consultation spécialisée qui est faite par le professeur Al-Habi, je ne sais pas s'il est là dans la salle, c'est lui qui s'occupe de ses enfants, on fait très attention à eux. On en a eu 28 dans le service et je présente l'une de ces patientes, qui est une petite qui est venue chez nous à l'âge de 11 ans. C'est un carcinome papillaire de la thyroïde qui évolue depuis 2019, T3N1B1. On savait déjà qu'elle avait donc des localisations pulmonaires sur une TDM. Donc notez donc depuis 2019, cette petite, on n'arrête pas de lui donner des cures. On est arrivé jusqu'à maintenant 500 millicuries. On a commencé par des 70 millicuries. Et on est en train de monter donc dans les activités. Cette petite jusqu'à présent, donc on n'arrive pas à régler son problème. La TG est toujours élevée, les anti-TG positives. Donc vous voyez jusqu'à 2023 un petit peu la fixation au niveau cervical qui diminue, cette atteinte ganglionnaire qui persiste et pulmonaire. Et là maintenant, donc on voit bien avec le SPECT-CT pour nos balayages post-thérapeutiques, vraiment une grande valeur pour aller localiser tous les foyers fixants ganglionnaires. Là ici on a un reliquat et l'atteinte pulmonaire qui diminue pas d'intensité, qui correspond à une millière, des micronodules, des nodules, tout cela donc ça c'est le SPECT-CT qui nous le donne. Le taux de récidive locale et à distance est plus élevé chez l'enfant que chez l'adulte. La réponse à l'irathérapie est favorable. Le pronostic est excellent malgré tout ce que je peux vous dire. À Babeloued, nos 28 enfants sont toujours en vie et même donc nous les suivons maintenant en consultation spécialisée de l'adulte. Donc tout se passe bien pour nos enfants, mais il n'empêche qu'on devrait donc leur fournir donc le meilleur, les meilleures des conditions, bien sûr, à ces hospitalisations. Et vous avez ici l'American Thyroid Association qui va vous donner donc toute la conduite à tenir selon donc les risques élevés, intermédiaires ou bas. En conclusion, la médecine nucléaire représente un pilier indispensable de l'oncologie pédiatrique. On a des progrès dans les outils diagnostiques et d'évaluation thérapeutique, les SPECT-CT, les TEP-scan, les progrès thérapeutiques. On a vu la radiothérapie interne vectorisée par approche theranostique avec un potentiel à améliorer le taux de survie et à fournir des soins plus personnalisés. Donc les progrès continuent dans ce domaine, on le voit. Donc ça vraiment son plein d'espoir. Quelles sont nos perspectives? Améliorer les infrastructures de santé, les services de médecine nucléaire, les adapter à l'enfant, former les personnels de santé à travailler avec les enfants, fournir un accès équitable au traitement, travailler en réseau et en multidisciplinaire afin de réduire l'incidence, améliorer les taux de survie et la prise en charge du cancer pédiatrique. Voilà, je termine par Walt Disney qui dit « La meilleure manière de commencer, c'est d'arrêter de parler et de s'y mettre. » Je vous remercie pour ceux qui sont intéressés par la présentation. Je la renvoie par email. Merci.